C'est toujours le bon moment pour regarder Arrêt au stand avec Audi Grenoble, Jeanlin Automobile. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Arrêt au stand. Vous le savez maintenant, c'est votre émission 100% sport mécanique sur Télé Grenoble. Et ce mois-ci, on est très heureux d'accueillir un pilote isérois aux nombreuses années de carrière. Merci Denis Troussier d'être avec nous pour cette émission. Merci à vous, merci de m'accueillir et merci de retracer un peu le sport automobile dans la région grenobloise. C'est une chose qui est importante. Merci. Et pour faire ça, justement, je ne suis pas toute seule puisque je suis accompagnée de mon consultant de choc, Yves Lemaître. Bonjour Yves. Bonjour Charlotte, bonjour Denis, bonjour à tous. Et on va bien entendu retracer la longue carrière de Denis aujourd'hui. Exactement. Et alors avant de faire ça, on passe tout de suite au sommaire. Dans ce numéro de rentrée, direction le massif de Beldonne avec la course de côte de Champs-Roust. Une course de 4 km 800 avec une pente moyenne de 7%. Denis Troussier s'est rendu sur le circuit de Chronocart à Crolles pour notre séquence Top Chrono. Et ensuite, nous prendrons les routes des lacs de la Matésine pour l'essai de l'Audi e-tron, le SUV 100% électrique. Bon alors Denis, évidemment, pour retracer votre carrière, il faut commencer par le commencement. Depuis tout petit, vous aviez un amour pour les voitures et la conduite. Oui, ça a toujours été une passion depuis vraiment tout petit. Moi, j'ai des souvenirs de gamin où on avait déjà les petits chariots avec les roulements. Je ne sais pas si Yves a connu, peut-être. Et donc, c'était une passion, oui, de tout petit. Après, c'est une passion qui a grandi au moment du permis de conduire. Et puis, ça a démarré juste après le permis de conduire par en premier tout ce qui était slalom pendant 1 an. Et ensuite, j'ai attaqué en course de côte pendant 4 ans. Avant de me tourner vers le rallye et je ne suis jamais revenu en arrière. Je suis toujours resté en rallye après par la suite. Oui, parce que même avant le permis de conduire, apparemment, avant vos 10 ans, vous étiez derrière le volant d'une 2 chevaux. Tout à fait, j'ai appris à conduire avec une 2 chevaux. Avec une 2 chevaux, j'avais 9 ans. 9 ans. On mettait des gros coussins sur le siège et il y avait un embrayage automatique dessus. Et c'est là que j'ai fait mes premières armes au volant. Et alors justement, vous le disiez, c'est en 82 que vous faites vos premiers rallyes. Comment ça se passe un petit peu ? J'ai été en assistance pour un ami, donc au rallye de la Matésine. Et la course de côte, pour moi, c'était très bien, mais ça ne constituait pas un engagement complet de l'équipe qui me suivait. Donc, j'ai préféré me tourner vers le rallye. Et cette expérience d'assistance, c'est ça qui m'a poussé à démarrer. J'avais dit à mon collègue qui me suivait vraiment en course de côte, j'avais dit, écoute, tu vois, l'année prochaine, je pense qu'on fera la Matésine tous les deux. Et c'est ce qui s'est passé avec Jacques Iserne. On est resté quasiment 15-16 ans ensemble en rallye. Il était copilote pendant 15-16 ans à côté de moi. Et c'est vrai que Yves, dès que Denis a commencé les rallyes, il y a tout de suite eu des bons résultats qui ont émané. Alors tout à fait. À cette époque-là, je suivais déjà ça de près. Et puis, alors pour ceux qui ne connaissent pas Denis aujourd'hui, il est connu dans la région de Saint-Marcelin. Mais avant, on va dire, il a eu une première vie sur le secteur de Visil. Et moi, je le suivais tout petit parce que c'était un peu mon quartier. Donc, le rallye de la Matésine, d'ailleurs, qu'on a vu le mois dernier, mais était déjà un de ses premiers rallyes. Et il a tout de suite eu des voitures qui se sont rapprochées, on va dire, en haut du classement, avec cette fameuse mythique Rallye 3, dans lequel il n'avait rien fait d'autre que de mettre un moteur de Porsche à l'époque. Donc, quand faut vraiment se remettre dans le contexte, parce que ça fait pas loin de 40 ans, enfin, ouais, 35 bonnes années. Donc, quand on mettait un moteur de Porsche dans une Simca 1000 Rallye 3 et puis qu'on jouait les premières places du classement des rallyes de la région, Denis, il est assez humble et modeste, mais il était plutôt en haut du classement et on surveillait déjà ça de près. Donc, c'était... Quel souvenir t'as de cette voiture techniquement et en termes de pilotage, parce que c'était une autre époque, Bien, déjà, c'est une époque où on pouvait justement se permettre, le règlement nous autorisait à faire ce genre de choses. C'était quelque chose de très bien, surtout pour des amateurs, parce que ça permettait en travaillant beaucoup sur la voiture, ça me permettait de rouler à
un bon niveau quand même, avec des voitures qui étaient beaucoup, beaucoup moins chères que ce qu'on connaît à l'heure actuelle. Tu te souviens de la puissance moteur de l'époque Oui, à l'époque, on était limité, on pouvait monter uniquement une cylindrée en 2 litres, un moteur en 2 litres. Et le moteur, c'était un moteur donc, de 911 S 2 litres et qui faisait 200 chevaux. Donc 200 chevaux, la voiture, à l'époque, elle devait peser 850 kg ou 900 kg. Donc ça roulait déjà. Hein. C'était vraiment une époque où Denis a rapidement, en effet, Charlotte, joué en haut des classements, hein, parce qu'il y a eu des podiums. Hein, il y a eu des podiums, il y a eu un scratch avec. C'est au rallye je crois que c'était pas à Vaison, c'était dans le sud. On avait fait un scratch avec. Et voilà, donc c'est une voiture qui était souvent sur le podium. Et c'est une voiture qui n'était pas chère, pas du tout. Et on pouvait faire des tas de choses dessus, choses que maintenant on regrette un petit peu. Les règlements, bien sûr, au niveau sécurité ont évolué, et heureusement, et c'est très bien, mais ça nous enlève ce côté un petit peu bricolage qu'on pouvait faire pour avoir une bonne auto. Voilà. Bon, et ben on va repartir sur une des disciplines de vos débuts avec notre rubrique En piste. Et oui, il y a quelques semaines se déroulait la 44e course de côte de Champs-Rousses, une course qui fait partie des grandes étapes du championnat de France de montagne en sport automobile ainsi que des véhicules historiques en compétition. Sur le parcours de 4 km 800 à 7% de pente de moyenne, les spectateurs ont pu voir différentes catégories de voitures s'affronter, des voitures de série aux voitures historiques en passant par des prototypes et des Formule 3000. Dans le monde du sport automobile, la course de côte occupe une place à part. Aucune autre catégorie ne vous proposera de voir sur la ligne de départ des véhicules historiques, d'anciennes voitures de Porsche Cup ou encore des monoplaces F3. À Champs-Rousses, 11e étape sur 13 du championnat de France de la montagne, la compétition prend tout son sens au cœur des Alpes. Très belle piste qui est très spéciale puisqu'on a une première portion avec de nombreuses épingles, on a 3 ou 4 épingles. Et on attaque toute une portion beaucoup plus rapide avec des enchaînements et des S rapides. Donc c'est c'est quasiment 2 tracés dans un, quoi. Donc il faut que la voiture soit très homogène, il faut qu'elle soit bien dans les parties lentes et dans les rapides. Donc c'est aussi assez compliqué de trouver un bon équilibre de réglage. Si le leader au classement peut espérer rafler la couronne des 7 semaines, il devra composer avec le local de l'étape. Un certain Chambéraud, deuxième du nom dans les disciplines à moteur, Damien de son prénom. Héritier d'un lourd palmarès, le fils de Bernard est à Beldon chez lui. Un avantage dans cette discipline où les virages sont à régler au millimètre. Pour être un peu chauvin, c'est la course de la saison. On a nos partenaires, on a nos amis, on a la famille. On a énormément de spectateurs qui nous soutiennent. En plus, cette année, j'ai une voiture pour me battre pour le haut du classement. Et du coup, c'est vrai que c'est super, c'est que du bonheur. Et le bonheur se transforme parfois en résultat. Avant la course, on savait Geoffrey Schatz favori, suivi de près par un autre pilote de son team, David Meillon. Damien Chambéraud, lui, endosse le costume de trouble-fête. Mauvaise surprise d'entrée pour David Meillon qui ne prend pas part au premier run suite à une panne. Oui, la voiture nous a pas aidé, elle n'a pas démarré, on est remonté derrière la sangle sur la course, donc forcément on n'est pas classé. Donc là le podium il est compromis, on va essayer techniquement de trouver une solution, on n'a plus de joker, donc il faut qu'on trouve déjà la solution sur notre problème technique et puis si ça démarre on va jeter toutes nos forces dans la bataille, sans compromis.
tableau, 1 seconde 380 seulement sépare Schatz de Chambéro. Une performance remarquée de l'Isérois qui pousse le leader dans ses retranchements. J'ai fait une bonne première manche, donc moi j'avais gardé mes vieux pneus, je voulais essayer d'assurer un chrono sans faire d'erreur puisque maintenant le classement il se fait à l'addition des 2 meilleures manches. Donc là il faut encore refaire le job, sachant que Damien est assez proche maintenant par rapport aux essais, il a bien rectifié, il s'est bien mis dedans tout de suite. Donc maintenant va falloir aussi travailler, je vais chausser mes pneus neufs et puis on va essayer d'accentuer notre avance si Damien ne continue pas d'améliorer, ce qui est loin d'être sûr. Donc on va voir, maintenant il faut qu'on arrive à travailler correctement. Et dès le premier virage, j'ai senti que la voiture tenait la route et du coup j'ai pu attaquer jusqu'en haut et ça fait vraiment un super chrono. On doit être dans le record de l'année dernière de Sébastien Petit. C'est vraiment une super perf à 1 seconde de Geoffrey qui a attaqué le championnat en début de saison et qui développe la voiture. C'est vraiment une grosse performance pour nous. Classé au cumul des 2 meilleurs runs sur 3, David Meillon n'a d'autre choix que de performer sur ses dernières cartouches. Pour le duo Schatz-Chambéro, l'objectif est le titre pour l'un et grappiller quelques secondes pour l'autre. En fin de journée, pas de grosse surprise si ce n'est David Meillon qui revient dans la course et occupe la 3e place du podium. Oui, comme prévu, je sais pas, en tout cas c'est le podium. Écoute, l'équipe techniquement a réussi à trouver le problème et puis du coup il a fallu assurer 2 manches pour être placé. J'avoue que j'ai bien pensé à la dernière qu'il fallait pas faire d'erreur parce que sinon c'était pas de classement. Et puis on a tenu bon et du coup je suis très heureux d'être sur le podium avec mon copain Geoffrey. Damien Chambéro arrive 2e à Champs-Rousse, une confirmation au haut niveau pour sa première année sur le circuit. Oui, c'est top. Là, depuis le début de saison, donc c'est la 3e course, 3 fois 2e. C'était des résultats qu'on n'attendait pas du tout. On a fait un chrono incroyable ce matin et cet après-midi, on a eu plus de mal. On a eu un petit souci moteur à la 2e montée qui nous a privé d'améliorer notre temps parce qu'on était parti sur des meilleures bases que le matin. Donc un petit peu déçu par rapport à ça. Et la 3e, j'en ai un petit peu trop fait et du coup, ça l'a pas fait. Leader au général, Geoffrey Schatz s'octroie lui son premier titre de champion de France de la montagne. Que du bonheur, donc ça fait vraiment plaisir pour toute l'équipe, pour Oreca qui nous suit depuis le début de cette saison, pour tous mes partenaires, pour tout le monde ici, c'est une grande satisfaction. Après effectivement, Damien a été relativement véloce aujourd'hui, je pense que c'est la course où il était le plus proche de nous. Bon après on s'y attendait un petit peu chez lui il connaît très bien la course et tout. Quand même il a vraiment fait une très belle perf pour une première ici avec cette voiture. Donc non, je suis vraiment très heureux. On a fait 3 bonnes manches sans faire trop d'erreurs. Du coup le contrat est vraiment rempli et ça fait vraiment plaisir un titre ici. Donc c'est que du bonheur. 3 ans après le dernier titre de son frère Nicolas, septuple champion, Geoffrey Schatz s'inscrit son nom au palmarès de cette discipline qui décidément a quelque chose de familial.
Champs-Rousse qui a également accueilli une autre compétition automobile il y a quelques jours avec une épreuve de montagne du championnat de France de drift. Alors Denis, vous avez conduit au fil des années de nombreuses voitures, mais l'une avec laquelle vous avez eu de nombreuses victoires, c'est la R5 Turbo. Les R5 Turbo, j'ai eu 2 R5 Turbo. Je remercie d'ailleurs un ami qui m'avait prêté son R5 Turbo pour courir pendant 4 ans, 3 ans ou 4 ans. Gérard Petit, qui a été aussi un cador en course de côte, et son fils Sébastien Petit, qui prend bien la suite. Il m'avait donc prêté cette voiture. J'ai démarré avec une R5 Turbo Cévennes, qui faisait donc de la terre à l'époque, et qu'on avait entièrement remonté également pour aller faire du rallye. Et cette voiture, je l'ai gardée, il me l'a prêtée gracieusement pendant 3 ans, avant de passer à la 5 Turbo Tour de Corse que j'avais achetée donc dans les années 94. Il est temps de le remercier. Hein. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Hein. Ça fait quelques années. En direct à la télé, on était dans les années 85-90 là. Pour la Cévennes, oui, c'était en 91 exactement. Et pour la Tour de Corse, ça a été en 94. Alors pour réexpliquer un petit peu, à l'époque de la Renault 5 Turbo, qui était quand même une référence dans les rallyes régionaux, nationaux et internationaux, il y a eu différentes séries. Donc, il y a eu la Turbo 1, la Turbo 2. Et après, dans les modèles de rallye, quand il dit la Cévennes, en fait, c'était le nom d'une évolution qui était un modèle d'évolution. Et puis après, quand il y a eu on va dire le NEC plus Ultra, non, il y a eu la Tour de Corse et après, il y a eu la Maxi. Après, il y a eu la Maxi. Donc, oui. c'était des évolutions chrono permettaient développer la voiture pour qu'elle soit de plus en plus performante dans les rallyes. Donc, c'est pour ça que quand il dit la Cévennes, c'était un modèle d'R5 Turbo. À l'époque, il y avait 220, 230 dans la Cévennes, je crois. La Cévennes, à la fin de la Cévennes, on était aux environs 250 chevaux. 250. Et ensuite, la Tour de Corse, on était tout de suite à 290, 300 chevaux. Donc, et la Maxi, par contre, qu'ils ont développée par la suite, était à 350 chevaux. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand il dit une Cévennes, c'est deux voitures. Ce qui est, enfin, on va dire... Denis, il n'a pas fait comme Jean-Guy Rabillou, qui a eu 30 saisons, 30 voitures. Il en a eu un peu moins. Mais il a eu 2 R5 Turbo, donc, qui étaient des évolutions. Donc ça permettait quand même, avec la Tour de Corse, tu jouais une fois encore en haut du classement. Hein, mais là, avec une voiture encore d'une génération plus récente. Hein. Oui, tout à fait. La Tour de Corse, on a eu la chance de l'avoir au bon moment. C'était au moment où il y avait quand même... On faisait un rallye où il y avait, comme le Saint-Martin, où il y avait 5, 6, 7 R5 Tour de Corse au départ. Donc on l'a eu au bon moment. Ça nous a permis de nous mettre à un bon niveau face aux adversaires. Et puis d'apprendre à rouler un peu mieux que ce qu'on roulait. Ça nous a permis de progresser. Voilà. Une question technique quand même. Denis, il jouait dans des rallyes régionaux, nationaux, on va dire, sur la région Rhône-Alpes. Mais quand même, en haut du classement, tu faisais comment pour financer tout ça là? Parce que c'était quand même des voitures qui avaient un peu de valeur, déjà à l'époque quand même. On n'a jamais eu de sponsors. Les seuls sponsors qu'on avait sur la voiture, on a eu d'autres bricoles, on va dire. Mais les seuls sponsors qu'on avait vraiment sur la voiture, c'était des gens qui nous donnaient un coup de main pour préparer la voiture. On parle des carrossiers, on parle des garages, on parle de gens comme ça. Le reste du temps, c'était que l'équipe soudée autour de la voiture qui nous a permis de courir. Ça a toujours été un investissement personnel. Je ne pouvais pas m'engager par rapport à mon activité professionnelle à faire donc des championnats ou quoi que ce soit. Je n'avais pas de temps de libre comme ça. Donc j'ai toujours préféré cette solution, m'engager au niveau de personne, mais pouvoir courir quand c'était le moment. Voilà. Donc, quand même, il alternait, Denis, entre des rallyes régionaux. Et il faut savoir notamment que le rallye de la Matésine, à l'époque, était un national, hein, donc avec plus d'épreuves kilométrées. Ce qui lui a permis quand même d'accéder à 5 finales dans les années 90, hein, donc 5 finales en France. Donc c'est bien preuve qu'à l'époque, par des victoires de classe, de groupe et de classement général, on va dire, à cette époque-là, régulièrement, tu te qualifiais dans les finales de rallyes régionaux nationales. Et ton meilleur classement en finale, non ? T'as un souvenir ? Mon meilleur classement en finale, on n'a jamais eu de chance en finale puisqu'on n'en a pas fini une. On a fini uniquement celle de Vichy, mais à l'époque c'était un peu tronqué puisque c'était les finales qu'on faisait avec de la cartographie aussi. Donc on avait une partie, c'était la spéciale de rallye, il neigeait en plus, il y avait 20 cm de neige. La navigation.
Ah ouais, ben là, on était un peu perdus. Et à côté de ça, donc, il y avait beaucoup de navigation, il y avait beaucoup de parcours cartographiques. Quel regard justement vous portez sur... Vous avez conduit quand même beaucoup de voitures au fil des années, il y a eu différentes générations de voitures. Quel regard vous portez sur l'évolution des voitures dans le milieu automobile et dans le rallye justement? Alors, l'évolution dans le milieu automobile, bon, on en parlera tout à l'heure, mais je suis bien content qu'il y ait eu des voitures qui soient sorties de haut niveau et de bon niveau et de pouvoir rouler avec une voiture de ce niveau-là à partir de maintenant. La seule chose que je regrette au niveau de l'évolution des voitures, c'est qu'on peut de moins en moins travailler dessus, nous. Donc, il y a un côté onéreux qui se met en place. Et ce côté onéreux, on peut le suivre ou on ne peut pas le suivre. Donc, voilà, c'est la seule chose que je regrette. Par contre, de rouler avec des voitures actuelles, c'est des voitures qui sont vraiment sécurisantes, qui sont construites vraiment pour la course. Et ça, c'est totalement bénéfique. La seule chose, c'est que les amateurs, je pense, ça va être difficile pour des amateurs de continuer à suivre l'évolution des voitures modernes. Accessoirement, avec quand même un niveau de performance d'une autre catégorie. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de comparer des temps spéciaux, parce que si je ne dis pas de bêtises, tu dois être autour d'une trentaine de rallyes de la Matésine, quelque chose comme ça. Donc, je ne sais pas si tu as pu comparer des temps de l'époque dans les spéciales de Sainte-Luce et des temps d'aujourd'hui avec la DS3. Il doit y avoir quelques petits écarts quand même, non ? J'ai pas pu comparer. Je voulais comparer un petit peu, surtout par rapport aux autos d'avant. Je pense à la BMW, au BMW et au 5 Turbo. Mais on n'a pas pu comparer. Pourquoi ? Parce que très souvent, les spéciales changent. Les départs sont pas au même endroit, les arrivées sont pas au même endroit. Donc, il est très difficile de comparer les temps. Il serait bon d'avoir des spéciales comme le Saint-Marcelin, qu'on n'a pas pu faire cette année encore, malheureusement. Des spéciales qui se répètent, oui, là-dessus, on pourrait voir. Pour l'instant, j'ai rien vu encore. Ça, quand même... Denis, c'est quand même une carrière longue, hein, on peut vraiment dire carrière longue, une petite quarantaine d'années, enfin, notamment les châssis, les freins, ça a évolué, un truc de malade. Hein. Oui, les châssis par rapport à tout ce qui est amortisseur, freins aussi. Bon, là, la DS3, c'est une 4 roues motrices, c'est la première fois de ma vie que je roule avec une 4 roues motrices. C'est des voitures qui sont quand même phénoménales, les boîtes séquentielles qu'on a connues il y a déjà quelques temps en arrière, mais... ce qu'on connaît là sur des voitures type R5, du groupe R5, c'est phénoménal. À conduire, c'est quelque chose d'exceptionnel, quoi. Bon, alors on va aller un petit peu sur les circuits pour notre rubrique fétiche Top Chrono. Alors, vous connaissez le principe. Maintenant, notre invité a 10 minutes d'échauffement sur le circuit du chronokart à Crolles. Et ensuite, pendant 10 minutes, on prend le meilleur temps du circuit. Alors là, cette fois-ci, du coup, Denis, on vous a mis derrière le volant d'un kart. Comment ça s'est passé un petit peu au niveau de l'échauffement, les premières sensations derrière le kart ? Première sensation, ça faisait une vingtaine d'années, je crois, que je n'avais pas roulé avec un kart. La dernière fois que j'ai roulé avec un kart, c'était sur le même circuit. Voilà. Donc, les sensations... on n'est jamais au top parce que, bon, déjà, un petit phénomène de poids quand même par rapport à la concurrence. Mais c'est bien parce que la première chose que j'ai très, très appréciée dans les courses automobiles, en course de côte notamment, c'est les trajectoires. Et sur ce genre de cartes, c'est très important, les trajectoires, et ça, on y retrouve. Et c'est sympa. Voilà. C'est la seule chose que j'ai vraiment retrouvée, c'est le côté trajectoire, qu'on perd un peu en rallye maintenant avec les voitures actuelles, où on cherche plutôt à rester sur la route, au milieu de la route, et voilà. Bon, les conditions, Yves, étaient bonnes, pas besoin de mettre le petit P pour pluie, là, c'était au top, là. Les conditions, elles étaient top. Denis, il était un peu fidèle à son état d'esprit, c'est-à-dire plaisir. Il était là dans un but de plaisir. On a toujours, quand on a des pilotes de rallye qui s'attellent au circuit, il y a toujours une petite appréhension. Mais le plaisir, je crois que ça reste le dénominateur commun de tous nos pilotes qui viennent faire ce top chrono. Donc, on va regarder ça. Ben oui, on va regarder ça tout de suite en images pour voir le temps de Denis derrière le kart. Stop the run.
Bon Yves, alors, petit débrief du temps de Denis. Denis, à l'image, hein, plaisir. Il l'a dit, on va pas insister dessus. On n'a pas été on n'a pas eu besoin de mettre du lest, hein, parce que dans les règles du jeu, il est comme moi, Denis. Il n'a pas besoin de rajouter beaucoup de lest. Mais c'était quand même dans des conditions idéales, en pleine chaleur, piste sèche. Et là, puis on voit finalement, quatrième position, ça te positionne en 4e position. Donc, c'est pas si mal, hein, pour un pilote de rallye sur une piste. Ça me va très bien, oui. En plus, bien, devant, il y a quand même des gens qui sont bien dans le coup. Ça me fait plaisir de voir Jérôme Degout, là. Ça me fait très, très plaisir. On a un copilote qui est 3e quand même. Hein. Ouais, Bravo Jérôme encore. Hein. Bravo Jérôme, oui, c'est sûr. Et une personne tellement agréable que, voilà. Et puis justement, toujours en pole position, hein, c'est Olivier Panis qui est toujours à la première place de notre top chrono. Et justement, le pilote isérois dont le team Panis Barthès Compétition roule en Lexus, en GT Série, c'est ça, hein, Yves, si je ne dis pas de bêtises. C'est d'ailleurs vu remettre les clés de ce véhicule Lexus en concession, dans une concession grenobloise il y a quelques jours. Donc on voulait faire un petit clin d'œil à Olivier qui a toujours la première place 6 mois après. Du top chrono. Et qui regarde Aréostand tous les mois, il me l'a confirmé. Donc du coup, vous, Denis, après, vous enchaînez avec une autre voiture assez emblématique. Vous passez avec BMW cette fois-ci, c'est ça ? Oui, après la vente de la R5 Turbo, donc, et puis après un démarrage d'une entreprise sur le secteur de Saint-Marcelin, on est reparti avec une BMW M3, Groupa, qui nous a amené beaucoup de plaisir pendant 2 ou 3 ans. C'est une voiture qui était limitée parce que ce n'était pas une grosse auto et on commençait déjà à rentrer dans les voitures un peu plus actuelles où il fallait les bons trains, il fallait ci, il fallait ça. Donc on a exploité la voiture tant qu'on a pu l'exploiter et puis après on a arrêté parce qu'on se trouvait coincé dans un système où on était obligé de consulter chaque fois pour avoir de la pièce, pour avoir ci, pour avoir ça. Donc voilà, et de là, après, on s'était retourné vers une BMW compacte F2000. On a eu une Astra Kit-Car entre-temps, mais ça a été vraiment un très, très bref passage. Et c'est la seule traction, d'ailleurs, je crois, que j'ai conduit de ma vie. Et donc, après, on s'est retourné vers une BMW compacte, où là, il y avait beaucoup de travail à faire en préparation. Et on a passé beaucoup d'années à travailler dessus pour la faire évoluer. Et on est arrivé à un bon résultat sur la fin de la voiture. Justement, ces résultats, ça a aussi été des bons résultats dans les rallyes isérois. C'est des rallyes que vous préférez à d'autres rallyes, les rallyes isérois quand même ? On n'est pas forcément que dans l'Isère. Hein. On va courir dans la Loire, on va courir un peu plus loin. Enfin, on est Isère et alentour, on va dire. Hein. Mais est-ce que les rallyes isérois ont une petite place privilégiée dans votre cœur ? Oui, les rallyes isérois ont une petite place, bien sûr. Les rallyes de départ, la Matésine, c'est quelque chose. C'est le premier rallye que j'ai fait, donc voilà. Après, tous les autres rallyes, oui, il y a des choses qui nous rapprochent. Mais il y a des rallyes extérieurs qui sont quand même bien. Je pense que c'est bien d'aller rouler un peu à l'extérieur. On rencontre des gens différents et on se réétalonne aussi par rapport à d'autres personnes. Denis, je ne sais pas si c'est un hasard, hein, mais il a habité une partie sur Visil, Saint-Pierre-de-Mézage, c'était le rallye de la Matésine. Puis maintenant, il habite sur le secteur de Saint-Marcelin, c'est le rallye de Saint-Marcelin, qui était quand même 2 très beaux rallyes isérois. On se demande si c'est un hasard. Malheureusement, cette année, le rallye de Saint-Marcelin a dû être annulé par le préfet. Mais aujourd'hui, à Saint-Marcelin, moi pour l'avoir fait d'ailleurs, le rallye de Saint-Marcelin, c'est quand même aussi un magnifique rallye.
quand elle parle des rallyes zérois, c'est quand même la Matésine et le Saint-Marcelin, c'est quand même deux belles épreuves où on peut. Je pense que si on reprend les 40 derniers classements, je pense que Denis Troussy, on doit le voir assez souvent les 40 dernières années. On a vraiment aujourd'hui vraiment un pilote zérois, même si la saison elle est faite de quoi, de 6-8 courses à peu près par an en moyenne, quoi, les années, on va dire, normales. Ouais. Oui, entre 6 et 8 courses. Oui. On n'est pas, comme je disais tout à l'heure, moi, courir, c'est en premier le plaisir, en premier. Donc, j'ai jamais établi de programme, on va dire, très précis. Mais on se cantonne toujours, oui, entre 6 et 8 rallyes par an, quoi. On arrive à faire ça, quoi. Et la plus longue période de coupure sur les 35 dernières années, c'est quoi, 1 an et demi? J'ai arrêté 2 ans. 2 fois 2 ans, j'ai arrêté. Voilà. Sinon, j'ai toujours pris mes licences toutes les années. Et récemment, après, régulièrement, tu as réinvesti dans une voiture de plus en plus moderne. Non, je pense que ce sera la dernière. On va rester raisonnable. Au vu de ce qu'on a fait et au vu de ce qu'on a travaillé toute notre vie, j'avais dit, quand j'arrêterai tout ça, j'aimerais bien me prendre une bonne auto, une auto actuelle, pour me faire plaisir 1 an ou 2 ou 3 ans, je ne sais pas, tant que ça durera. Et ça s'arrêtera là. Voilà. Bon, alors justement, avant de parler de votre dernière voiture que vous avez en ce moment, on va passer à notre rubrique Essai libre. Et ce mois-ci, c'est sur les bords des lacs Matésins que Yves est parti tester l'Audi e-tron, le dernier SUV 100% électrique de la marque. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel essai libre d'Arrêt au stand où nous essayons aujourd'hui sur les routes du plateau mathésin en ce bel été ensoleillé le dernier né de chez Audi, le SUV Audi e-tron 100% électrique. Nous allons tester sur toutes les routes du plateau mathésin ce magnifique SUV haut de gamme. Alors nous sommes partis sur les routes du plateau mathésin à partir du lac de la Fraye, au volant de ce nouveau-né de chez Audi, le e-tron 100% électrique. Alors Audi n'est pas très en avance, puisque seulement récemment, ce printemps 2019, Audi sort son premier modèle 100% électrique. Mais Audi arrive vraiment avec un modèle haut de gamme qui va venir vouloir concurrencer immédiatement Tesla ou Jaguar, c'est-à-dire dans les très hauts de gamme des full électriques. Ça fait un très gros SUV, nous sommes déjà dans un grand modèle familial avec des lignes magnifiques. Vraiment Audi a voulu se démarquer avec cette gamme 100% électrique en innovant aussi dans le design extérieur. Donc il est haut perché sur ses roues de 21 pouces, c'est quand même assez exceptionnel. On est vraiment dans un SUV très haut de gamme. Alors, on se retrouve à l'intérieur dans le cockpit entièrement virtuel qui est magnifique. Avec les boutons sur le volant, on va pouvoir forcément changer tous les modes au niveau des écrans. Sur le modèle essayé, qui est l'équivalent d'un modèle Avus, qui est déjà plutôt très bien équipé, on va être assez direct, c'est extrêmement confortable. On sait déjà que les voitures full électriques, 100% électriques, sont vraiment d'un confort et d'un silence. Là, on est encore monté en gamme avec ces suspensions adaptatives, puis la sonorisation de l'habitacle. C'est vraiment extraordinaire. Alors en termes d'ergonomie, ce SUV Audi e-tron est un vrai 5 places avec un vrai grand coffre derrière. C'est plutôt un gros monospace, je vous dis de la taille un petit peu du Q8 pour ceux qui connaissent la gamme des SUV de chez Audi. Alors,
Au niveau mécanique, ce Audi e-tron, il est composé de 2 moteurs, un qui est placé sur les essieux avant et un qui est placé sur l'essieu arrière. Ces 2 moteurs proposent une puissance de 370 chevaux, ce qui est quand même assez important. Lorsqu'on va se mettre dans un mode sport, eh bien on va avoir comme un boost, un petit peu comme une Formule 1, où on va avoir une puissance qui monte jusqu'à 400 chevaux, qui forcément crée un véhicule 4x4. On arrive tout de suite au sujet qui est très très important, l'autonomie. Ces voitures full électriques, aujourd'hui nous sommes en pleine mutation du monde de l'automobile. On est en train de passer du thermique à l'hybride et de l'hybride à l'électrique. Lorsqu'on regarde sur les affichages de ce Audi e-tron, lorsqu'on est sur un véhicule neuf, avec des batteries neuves, on a un affichage qui est donné pour 400 km. Je crois qu'on peut quand même dire que dans une conduite rationnelle, dans une conduite normale d'un SUV comme celui-ci, on peut aisément faire 330 à 350 km. Alors évidemment, Audi n'a pas fait dans le bas de gamme aussi au niveau de ses tarifs, puisque l'entrée de gamme de ce Audi e-tron, c'est à partir de 87 000 €. Dès qu'on va passer au modèle Avus, c'est-à-dire qu'il va être beaucoup mieux équipé, mais d'origine, on va être autour de 100 000 €. Et puis un modèle au-dessus en termes de finition, qui est le modèle au-dessus de l'Avus, qui va tourner aux alentours de 110 000 €. Après avoir parcouru une centaine de kilomètres sur le plateau mathésin autour des 3 lacs, au volant de ce nouveau Audi e-tron, on est quand même grandement séduit par la qualité de finition, la qualité haut de gamme de ce nouvel Audi 100% électrique. Un confort incomparable, un équipement électrique de très très haut de gamme et un design magnifique pour ce gros SUV. Audi a mis la barre très haute pour pouvoir concurrencer toute la gamme Tesla, avec une autonomie qui a été globalement respectée, c'est-à-dire 350 km possible, mais on est vraiment sur un véhicule de très haut de gamme. Bon alors vous, Denis, vous ne roulez pas en Audi sur les rallyes, mais plutôt en DS3 R5 depuis 2018, c'est ça? Oui, on a acheté cette DS3 R5 au mois d'août l'année passée. Et on a commencé à rouler un petit peu en fin d'année avec, pour découvrir déjà la voiture. Il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas à notre goût au niveau châssis, au niveau réglage. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Et puis on avait acheté la voiture consciemment, en sachant qu'il y avait une révision moteur qui allait se faire là pour le début 2019. Elle est en train de se faire à l'heure actuelle. Et on repartira donc au mois d'août avec une voiture qui va être totalement remise à notre goût. Et alors, quels sont un petit peu les projets à la rentrée, septembre, octobre? Il y a des projets un petit peu? Oui, il y a pas mal de petits rallyes à faire. De toute façon, après la révision moteur, on veut revalider la voiture sur du petit rallye, au moins un petit rallye. Et puis on verra après ce qu'on va engendrer derrière. Mais il y a pas mal de petits rallyes à faire. Il y a du Trièves, il y a le rallye de la Chartreuse, il y a le rallye du Picodon. On aura un rallye un peu plus important en fin d'année qui va être le rallye de la Noix de Grenoble. On n'a pas pu faire le Saint-Marcelin, mais on fera la Noix de Grenoble. Donc voilà. Et puis on a une petite idée en tête, peut-être essayer de marquer quelques points quand même pour la Coupe de France 2020. Voilà. Et ben en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Nous, on sera bien évidemment à Ostende, sera présent pour ces prochains rallyes. Donc, on vous recroisera certainement dans les reportages d'Arrêt Ostende. Merci beaucoup, Denis Troussier, d'avoir été avec nous pour parler de votre carrière. Eh bien, c'est moi qui vous remercie, à tous les deux. Et puis, bien sûr, avec plaisir. À la prochaine rencontre. Pas de souci. Merci beaucoup, Yves, pour tous les éclairages techniques. Merci, Charlotte. Merci, Denis, d'être venu. Puis, on va se retrouver sur les rallyes de la région. Exactement. Et quant à nous, on se retrouvera très vite pour un nouveau numéro d'Arrêt Ostende. D'ici là, soyez prudents sur la route. C'est toujours le bon moment pour regarder Arrêt Ostende avec Audi Grenoble, Jeanlin Automobile.